Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Après la guerre 39-45, tout change parce que, maintenant qu'il y a plus de transport, qu'il y a plus il y a plus d'usines, il y a plus d'industrialisation, on se met à produire des réfrigérateurs. Maintenant, il y en a dans toutes les maisons. Il y a des congélateurs dans presque toutes les maisons aussi. Alors, ça fait en sorte que ça change beaucoup les choses. Avant ça, c'était les privilégiés qui avaient réfrigérateur. L'électrification aussi, à partir de juste un petit peu avant la guerre, puis beaucoup après la guerre de 45, tout le monde a eu des poêles électriques aussi qui ont fait en sorte qu'ils ont pu cuisiner plus rapidement, différemment. Pendant cette guerre-là aussi, les femmes sont allées beaucoup au travail et ne veulent pas revenir à la maison. Donc, ces femmes-là ont besoin de gagner du temps parce qu'ils ont leur travail, mais ils ont aussi leur vie de famille à s'occuper. À ce moment-là, l'équilibre de la vie de famille est impossible parce que l'homme, en général, pour ceux qui peuvent travailler parce qu'ils sont revenus de la guerre pas blessés, travaille et quand il revient à la maison, ce n'est pas sa responsabilité de s'occuper de la maison. Tandis que la femme, elle, travaille et elle a la responsabilité des enfants et de la maison. Alors, ça crée un déséquilibre important. Aujourd'hui, on parle de charge mentale parce que c'est beaucoup plus étudié, je vais le dire comme ça. Et puisque les femmes ont besoin de temps, et pour avoir ce temps-là, elles demandent de moderniser beaucoup de choses, il y a l'avènement du four à micro-ondes qui arrive en 1953. Cette révolution-là, c'est une révolution sociale importante dans toute la vie, dans toutes les sphères de la vie au Québec. Puisqu'on a moins de temps, on cherche à mettre ensemble plusieurs choses. Donc, l'heure des repas, on a cherché à l'associer à des loisirs. À cette époque-là aussi, c'est où est-ce que les télévisions entrent dans toutes les maisons. Puisque les micro-ondes entrent dans les maisons, que les télévisions entrent dans les maisons, on a pensé à faire des TV dinners. Les TV dinners, aujourd'hui, en dérivé, là, ça vous donne à peu près tous les plats à réchauffer au four micro-ondes surgelés. Alors, il y a plusieurs ménages qui aimaient ça parce que ça leur permettait de préparer quelque chose vraiment rapidement. Puis, en plus de le manger en avant de la télévision, parce qu'il n'y avait pas besoin de vaisselle, il y avait besoin juste d'une fourchette. Pour la recette de gâteau aux épices, vous allez avoir besoin de 1/4 de tasse de graisse végétale, 1/3 de tasse de sucre, 2 œufs, 3/4 de tasse de mélasse, 3/4 de tasse d'eau bouillante, 2 tasses de farine tout usage, 1 cuillerée à thé de poudre à pâte, 1 cuillerée à thé de bicarbonate de soude, 2 cuillerées à thé de cannelle, 1 cuillerée à thé de gingembre, 1 demi-cuillerée à thé de clou moulu et 1 demi-cuillerée à thé de sel. Première étape pour un gâteau, moi ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger tous mes ingrédients secs ensemble. Alors c'est ma farine avec mes épices et mes levures. Alors, le clou, le gingembre, la cannelle, le bicarbonate et la poudre à pâte. À l'époque, ils nous disaient toujours de tamiser nos farines, mais aujourd'hui, à moins que vous fassiez quelque chose de très, très léger, puis que vous mettez ça sur des œufs en neige, par exemple. Sinon, c'est moins nécessaire de tamiser qu'avant. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un petit peu de graisse avec mon pinceau, puis je vais aller graisser mes moules. Ça n'en prend pas assez pour que ça défasse la chimie du gâteau. Je vais défaire ma graisse en crème avec mon sucre et c'est ça, je vais rendre ça crémeux.
C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est bien rare qu'on met de la graisse végétale dans nos gâteaux, mais c'est une bonne solution si vous avez une intolérance au lactose, plutôt que de mettre du beurre, d'aller vers de la graisse végétale. Ensuite, je vais ajouter les œufs. Et je vais brasser ça jusqu'à temps que ce soit bien mousseux. Je vais ajouter à ça ma mélasse et mon eau chaude. Et je vais ajouter peu à peu la farine pour finaliser le gâteau. On va verser dans 2 moules à gâteau rond, à peu près une quantité égale. J'envoie ça au four une trentaine de minutes à 350 au centre du four si vous avez un four conventionnel. Si vous avez un convection, ben là... Puisqu'on jume l'heure des repas et des loisirs, vient avec ça les premières restaurations minutes, les drive-in, qui nous permet d'avoir du bon temps entre amis parce que c'est un lieu de rencontre, mais qui nous permettait de manger aussi. C'est le moment où est-ce qu'on a commencé à sortir des maisons pour aller manger ailleurs. Plus tard, c'est les take-out qui ont commencé. Alors, on allait chercher de la nourriture, c'est encore vrai aujourd'hui, on va chercher de la nourriture au restaurant pour la manger à la maison. Alors, ça aussi, c'est une évolution de la restauration minute. Plus récemment encore, la livraison. Alors, commander au restaurant sans même avoir besoin de se déplacer. Alors, commander au restaurant, puis que ça arrive à la maison déjà toute prête à manger. Hey, c'est le fun, là. Vous êtes fatigué, ça ne vous tente pas de cuisiner, bien, l'industrie vous prend en charge. Vous dire, vous n'avez pas besoin de cuisiner, on va vous livrer ça chez vous, ça va être parfait. Je pense que c'est Saint-Hubert qui a fait en sorte que la livraison à domicile, est devenue une pratique courante et ça a augmenté de façon exponentielle. Avec la restauration minute, est venue aussi les grandes chaînes là, de type McDonald's, Pizza Hut et tout ça. Ça aussi, c'est arrivé dans ce temps-là. Et ça le fait que dans plusieurs villes, se sont éteints plusieurs plats, plusieurs saveurs locales. Parce que les grandes industries ont pris toute la place. C'est un monde de standardisation, tout le monde pareil, alors c'est vraiment ça qu'on veut. Et pour que ce soit accrocheur, on a mis du rouge, du jaune, on a mis des belles couleurs et ces couleurs-là, là, ça fait qu'on a faim, ça fait qu'on a le goût d'y aller. Si vous remarquez, toutes les bannières de grands restaurants, souvent, ont du rouge, du jaune, parce que c'est les deux couleurs qui sont associées à l'alimentation vivante, l'alimentation plaisante. Et puisque ces grandes chaînes-là ont pris la place, il y a de plus en plus d'études qui ont été faites pour que vous restiez accrochés à ces produits-là, pour qu'on reste accroché à ces produits-là. L'alimentation des restaurants minutes a évolué aussi. Elle est devenue plus grasse, elle est devenue plus sucrée encore parce que le sucre et le gras, ce sont deux matières qui sont addictives, dont on a besoin. Plus on en mange, plus on en veut.
J'ai choisi sur le gâteau aux épices de venir me faire un glaçage au sucre à la crème. Alors, pour faire ce glaçage-là, on a besoin d'une tasse de cassonade, une demi-tasse de beurre, un quart de tasse de lait carnation ou de crème et entre une tasse et demie et 2 tasses de sucre à glacer. Dans une casserole, je vais mettre la cassonade, le beurre et le lait et je vais porter ça à ébullition. Je vais maintenir l'ébullition 1-2 minutes maximum et ensuite, je vais transférer ça dans ma tasse. Je vais commencer avec à peu près une tasse et demie de sucre en poudre avant de dire que je mets tout ça. Là. On peut y aller à l'œil, c'est pas grave. Je trouve que mon glaçage est un petit peu épais, alors je vais ajouter du lait dedans pour le clarifier un petit peu à la fois. Là. C'est sûr que mes petits gâteaux, là, 2 tasses de farine pour 2 moulerons, c'est pas beaucoup. Mais ça nous donne quand même la chance de faire un bel étagé sans que ce soit énorme. Fait que vous voyez que le dessus est arrondi un peu. Je vais le mettre dans le fond de mon assiette. Je vais juste y mettre un petit peu de glaçage comme ça pour qu'il colle, pour éviter qu'il glisse en bas de l'assiette. Je vais mettre une belle couche de glaçage par-dessus. Attendez pas que ça refroidisse trop parce que sinon votre glaçage il va figer beaucoup. C'est quand même du sucre à la crème. Et puis là, c'est important de glacer votre gâteau quand il est froid. Tout le monde, toute l'industrie, les gouvernements, tous ceux qui ont un rôle dans l'alimentation ont compris que le marketing, c'était vraiment la base de tout ce qu'on peut nous faire consommer. Il y a dans beaucoup de cas où c'est presque mensonger et si ce n'est pas mensonger, ils pêchent par omission. Ils oublient de nous dire des choses que, bien sûr, qu'il y a moins de sucre, mais ils nous ont jamais dit qu'il y avait plus de gras. Il faut faire attention à ces choses-là. En 1953, quand le micro-ondes est arrivé, je reviens en arrière, c'est sûr qu'on nous a dit, écoutez, faire à manger, c'est long. Faire à manger, c'est plate. Faire à manger, ce n'est pas une belle activité. Alors, plus qu'on nous a rentré ça dans notre tête, plus qu'ils nous ont dit, mais c'est pas grave, on va le faire à votre place. Donc, avec toute cette évolution-là de l'industrialisation, on nous a de plus en plus vendu l'idée que faire à manger, c'était pas le fun, mais on a de plus en plus aussi délégué la responsabilité de notre alimentation au gouvernement et à l'industrie. Plus qu'ils nous ont mis des couleurs intéressantes, des formats intéressants, à la limite, ils nous ont créé des besoins. Le marketing, là, ils sont vraiment forts là-dessus et plus qu'ils font des études de marketing, plus qu'ils essayent de développer des nouvelles choses, des nouvelles façons de nous accrocher, bien, plus que nous, parce que la publicité rassure, parce que la publicité nous rend les choses belles, parce que la publicité, c'est la modernité, bien, veut pas, on y accorde de l'importance. Il ne faut pas penser, par contre, que la révolution, ce n'est que des mauvaises choses. Ça a eu des bonnes choses aussi. Je veux dire, juste la mise en conserve, ça nous a permis de profiter de nos récoltes toute l'année. Alors ça, c'est une bonne chose. Juste la réfrigération nous a amené à conserver mieux nos aliments. Alors ça, c'est une bonne chose. L'aspect de la restauration minute et de la malbouffe, c'est juste un aspect de l'industrialisation. Il y a beaucoup d'autres choses qui entourent ça. Aujourd'hui, les multinationales, l'industrialisation a changé d'échelle de vocation, je dirais. Ils ont un très grand pouvoir d'influence.
Ils ont des grandes équipes en recherche et développement et ils savent exactement quoi vous proposer pour que vous accrochiez à leurs produits. Ils savent exactement la quantité de gras qu'il faut mettre, exactement la quantité de sel, exactement la quantité de sucre. Ils vont vous proposer exactement le format dont vous avez besoin. Quand ils vont faire leur publicité, ils vont bien choisir la cible de leur population à qui ils vendent ce produit-là. Alors, ils ont tout pour eux. Une recette qui fait partie de notre histoire du Québec, c'est les fameux cigares au chou. Mais sauf que quand on est arrivé dans les années 70, il fallait aller beaucoup plus vite que ça parce que des cigares au chou, on s'entend que c'est assez long, tu sais, de faire bouillir le chou pour décoller les feuilles, pour ensuite le rouler, la viande dedans. C'est vraiment une recette qui demandait plus d'étapes. À cause de ça, on a inventé des recettes. Je ne sais pas si c'est Campbell, Elmer ou une autre marque de conserve qui a inventé ça, mais bref, ils ont décidé de raccourcir et de beaucoup cette recette-là et ça nous a donné du bœuf au chou. Pour faire cette recette-là, vous avez besoin d'à peu près de 1 à 1,5 livre de viande hachée. Vous avez besoin de choux, une conserve de condensé de tomates, du sel, du poivre, de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Première étape, prendre la viande hachée et la taper dans le fond d'un moule. C'est vraiment facile. Ça, c'est la recette qui dit ça. Mais si vous trouvez que ça fait quelque chose de trop dense, là, vous pourriez faire une préparation de pain de viande avec de la chapelure, des œufs, des oignons. Ma mère le faisait directement dessus, mais moi, j'aime bien ça mélanger avec mon sel. Fait que je vais mettre à peu près 1 cuillère à thé de poudre d'oignon, 1 cuillère à thé de poudre d'ail, du sel pour 1 demi-cuillère à thé, c'est suffisant. Du poivre, au goût aussi. Et voilà. Et j'envoie ça sur ma viande hachée. Et voilà. Alors, par-dessus ça, on envoie le chou. Puis là, c'est très facile de multiplier, hein, parce que, tu sais, vous mettez plus de choux, vous mettez plus de condensé de tomates, là, c'est vraiment facile. Et on va mettre notre condensé de tomates par-dessus. Moi, j'aime bien venir mêler avec mon chou un petit peu, là. En cuisant, le chou va rendre son eau. Fait que ça va faire du liquide dans le fond. Ça va bouillonner. La crème de tomate va se mélanger d'elle-même. Je mets juste un petit peu d'eau dans le fond de ma boîte pour la rincer un peu. Je couvre le tout d'un papier d'aluminium et j'envoie ça dans le four pour 1 heure, 1 heure et quart à peu près. L'industrialisation de l'alimentation correspond à un ensemble d'évolutions techniques liées à la révolution industrielle et ça affecte la production des aliments. On parle de la production, de la transformation, on parle de la restauration, de la distribution. Ces évolutions-là, qui sont techniques, sont guidées par une logique industrielle faite de discours et de pratiques fondées sur une efficacité concrète, mesurée et objectivée par la science. Le recours à la puissance technique se fait selon une idéologie moderniste. Le développement technique est souvent motivé
par la recherche de profit, évidemment, et s'appuie sur des investissements financiers conséquents. Il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans, ce qui conduit à des changements d'échelle et à une émergence d'acteurs économiques de très grande taille. L'industrialisation de l'alimentation des 200 dernières années n'est pas responsable de toutes les inquiétudes contemporaines. Elles existaient auparavant, comme ont pu le montrer les historiens. Le rapport à l'alimentation est d'ailleurs fondamentalement inquiet du fait du besoin de sécurisation des approvisionnements comme du fait du risque d'intoxication. Cette inquiétude-là, fondamentale, appelle la régulation qui prenne la forme de cuisine, de diététique, de répertoire du mangeable et de ce qui n'est pas mangeable. Il reste que l'industrialisation accélérée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a considérablement changé l'alimentation, ce dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences. On peut en citer 3 parmi les plus importantes. L'industrialisation a d'abord permis l'abondance, tout est disponible tout le temps. Bien sûr, même dans les pays riches, la précarité alimentaire persiste, voire s'accroît localement. Mais cette précarité concerne une fraction bien plus faible de la population que lorsque les aléas climatiques déterminaient directement l'accessibilité des produits de base. L'industrialisation a ensuite permis une externalisation hors des foyers d'une part importante du travail culinaire délégué à des acteurs économiques chargés de produire et de distribuer à large échelle. Ce phénomène-là est lié à la reconfiguration du travail féminin, de plus en plus salarié et réalisé hors du foyer. Il a conduit au développement de la restauration et des produits emballés. Ces derniers permettent de stabiliser la conservation des aliments et sont des outils d'attraction et de séduction des consommateurs. L'industrialisation a aussi conduit à des mutations profondes des régimes alimentaires avec une contribution relative croissante dans les rations caloriques des produits animaux, des produits sucrés, des lipides, des fruits, des légumes et une place décroissante pour les céréales et les féculents. Pour mesurer l'ampleur du bouleversement industriel de l'alimentation, il faut rapporter les 200 ans d'industrialisation et les 70 ans d'hyper-industrialisation aux 10 000 ans d'agriculture et aux millions d'années de chasse et de cueillette et de la proto-agriculture qui les ont précédés. Le passage à l'agriculture a conditionné des changements majeurs, donc l'urbanisation à grande échelle, l'émergence de structures sociales, le développement des commerces, l'invention de l'écriture. Quels sont ceux qui découlent et découleront de l'hyper-industrialisation? On ne sait pas encore. Pour le chou aux oignons, vous allez avoir besoin de un demi-chou tranché finement, un oignon haché, du sel, 2-3 œufs, du thym et 3 cuillerées à table de farine. On va faire cuire le chou dans de l'eau bouillante que je vais saler un peu. Et pendant que le chou cuit, je vais faire la petite sauce qui va l'accompagner. Alors, je vais aller chercher mes ingrédients. Yogourt, ail, aneth, sel, poivre. Je vais mettre un petit peu d'ail, la quantité, une demi-cuillère à thé, une gousse d'ail, ça devrait être bon. Ensuite, on va mettre de l'aneth. Ça sent bon, ça! Je vais saler, poivrer cette merveilleuse sauce que vous pourrez manger avec des croquettes de saumon aussi ou avec n'importe quel poisson. Mon chou, ça s'en vient pas mal prêt. Cette affaire-là,
Alors, c'est à base de yogourt, mais si vous avez juste de la crème sûre à la maison, ça fait très bien le travail aussi. C'est pas obligatoire que ce soit du yogourt grec. C'est sûr que le yogourt grec ajoute une certaine consistance qui est intéressante. Je vais aller chercher mon chou. Et je vais lui demander très poliment de refroidir. Parce que la prochaine étape, ça va être de mettre des œufs dedans pour pouvoir le passer au hand mixer ou au blender. Mais si je mets mes œufs dans du chou chaud comme ça, un petit secret pour aller plus vite, vous pourriez mettre de l'eau très froide dans votre casserole et puis égoutter le chou après pour le refroidir plus rapidement. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça va beaucoup plus vite. Alors, je vais ajouter mes œufs dedans. Je vais commencer avec 2. Je vais voir la texture que ça va donner. Si je pense que j'en ai besoin d'un petit peu plus, j'y en remettrai un autre. Donc, avec un pied mélangeur, ça pourrait être au blender aussi, mais blender, c'est que ça fait vraiment de la purée. Là, on veut pas... Alors, j'aurais pas besoin de mettre un autre œuf dans ça. Là, c'est pas mal la texture que je recherche. Et ensuite, là, je pourrais y aller au fouet, mais là, je vais y aller avec mon batteur. Je vais aller mélanger tous les autres ingrédients dedans. Alors, je vais saler à nouveau. Je vais ajouter l'oignon, le thym et la farine. Et je vais aller mixer ça. On va se prendre une poêle avec de l'huile qu'on va faire chauffer, puis on va venir déposer ça par galette dans notre poêle. Si on s'aperçoit que notre préparation elle est trop liquide, on pourra rajouter un petit peu de farine dedans. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres auteurs qui ont marqué notre aventure culinaire ici au Québec. On pense à Margot Olivier, à Serge Bruyère aussi. Il y a Henri Bernard qui a proposé des belles choses. Je peux vraiment pas toutes nommer les livres qui ont été produits au Québec depuis 1912. Il y a des belles parutions, puis tous les livres de recettes que vous avez, s'ils datent d'avant des années 68 et qu'ils sont en bon état, ça peut être très recherché. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.